Lors du dîner de fiançailles de ma cousine, elle a ri, j'espère ne jamais finir comme elle, mère célibataire avec un enfant. Tout le monde a ri. Mon oncle a dit, les hommes ne veulent pas de produits usagés. Même ma mère a souri. Puis le fiancé s'est levé, s'est approché de moi et a dit, je pense qu'ils doivent savoir quelque chose. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Au dîner de fiançailles de ma cousine Tessa, elle a levé son verre, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « J'espère ne jamais finir comme elle, célibataire avec un enfant ». La pièce a éclaté de rire, pas des rires polis, de vrais rires francs et sonores, comme si elle venait de dire la chose la plus drôle de la soirée. Mon oncle Reban a frappé sur la table et a ajouté « Les hommes ne veulent pas de marchandises de seconde main, c'est comme ça ». Même ma propre mère a laissé échapper un petit gloussement en attrapant son verre de vin. J'étais assise là, figée, le visage brûlant, le cœur battant la chamade, essayant de faire comme si cela ne m'atteignait pas. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Dylan, le fiancé de Tessa, s'est levé. Il n'a pas souri, n'a rien dit au début, il a juste traversé lentement la pièce en ma direction. Les rires se sont tus, les chaises ont cessé de grincer, les fourchettes se sont immobilisées en l'air. Chaque personne s'est tournée pour regarder. Et puis Dylan a dit, je pense qu'il devrait savoir quelque chose. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. J'avais reçu l'invitation un mois avant le dîner. Papier cartonné couleur crème, lettres dorées, parfaitement excessif. Rejoignez-nous pour célébrer les fiançailles de Tessa Rowan et Dylan Hart. Je l'ai fixée longuement avant de la poser à côté d'une pile de factures impayées. Tessa et moi ne nous étions pas parlé depuis plus de 6 mois, pas depuis qu'elle avait fait une blague lors d'une baby shower sur le fait que je collectionnais les couches et les mauvaises décisions. J'avais ri à ce moment-là, pour maintenir la paix, mais cela m'était resté sur l'estomac comme une pierre. Je n'étais pas sûr de pouvoir supporter une soirée entière entourée de gens qui me regardaient encore comme si j'étais une sorte d'exemple à ne pas suivre pour adolescent, même si j'avais 32 ans, que j'élevais mon fils seul, que j'avais 2 emplois et que je maintenais à flot notre petit appartement grâce à des missions en freelance tard le soir et à la prière. J'ai failli ne pas y aller, mais ma mère m'a appelé 3 fois la veille. Saria, la famille de Tessa, souris, mange un peu, montre-toi. Ce n'est qu'une soirée. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais je savais ce qu'elle voulait dire. Ne fais pas de scène, ne mets personne mal à l'aise, fonds-toi dans la masse. Alors j'ai trouvé la plus jolie robe que j'avais, qui datait de 2 ans et qui fermait à grand-peine. J'ai emprunté des chaussures à ma voisine. J'ai laissé Milo choisir le collier que je porterais. Il a choisi un petit cœur en argent qui, selon lui, ressemblait au sien. Quand nous sommes arrivés, je sentais déjà la tension, dissimulée derrière les arrangements floraux et les fausses étreintes. Le restaurant était chic, salon privé, éclairage tamisé et musique douce. Des vins chers étaient alignés comme des trophées. Chacun portait l'élégance comme une armure. Tessa flottait à travers la pièce dans une robe en soie ajustée et trop de parfum. Elle m'a embrassé sur la joue comme si j'étais sa lointaine tante. « Je suis si contente que tu sois venue », a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu as amené un cavalier, ou juste Milo ?»« Juste Milo », ai-je répondu. « Oh », a-t-elle dit, avant de se tourner pour saluer quelqu'un d'autre. Milo a été envoyé à la table des enfants avec un livre de coloriage et des nuggets de poulet. J'étais assise près du bout de la longue table recouverte d'une nappe blanche, entre ma mère et ma tante Valérie, qui a passé les 10 premières minutes à me montrer des photos des costumes d'Halloween de son chien. J'ai balayé la table du regard. Mon oncle Reban, le père de Tessa, en était déjà à son 3e verre. Ma mère avait l'air d'essayer de se rendre invisible depuis notre arrivée. De l'autre côté de la pièce, Dylan se tenait tranquillement près du bar, parlant avec son jeune frère. J'ai remarqué qu'il vérifiait constamment son téléphone, que son sourire semblait forcé. Il était clair pour qui la pièce était faite. Tessa rayonnait sous la tension, captivant l'assemblée avec un charme exercé. Elle avait toujours su comment faire rire les gens. Quand les hors-d'œuvre sont arrivés, ma mère s'est penchée et a murmuré « Fais profil bas, tu es jolie. » Jolie, pas belle, pas forte, juste jolie. Comme si c'était le plus grand compliment qu'elle pouvait me faire. J'ai hoché la tête. J'ai essayé d'apprécier la nourriture. J'ai essayé de respirer à travers les silences gênants et les regards occasionnels et pointus de parents qui pensaient encore que mon fils était une sorte de tache sur l'arbre généalogique. J'ai fait la petite conversation, ri quand il le fallait, et passé le beurre. Mais à l'intérieur, je retenais mon souffle. Je ne m'attendais pas à de la gentillesse, pas vraiment. Mais je ne m'attendais pas non plus à ce qui allait suivre.
Lorsque le plat principal a été débarrassé et les verres remplis, Tessa s'est levée. Elle a levé sa coupe de champagne et a tapoté sa fourchette contre le verre. Elle a attendu que tout le monde se taise. Je pensais que ce serait un toast typique, amour, gratitude, quelques blagues maladroites sur l'organisation du mariage. Je n'étais pas prête pour ce qu'elle a réellement dit. Je n'étais pas prête à la façon dont la pièce rirait. Et je n'étais certainement pas prête à ce que Dylan ferait ensuite. Tessa a tapoté son verre avec une fourchette en argent et a souri comme si elle était sur scène. Elle a attendu que la pièce se calme, tous les regards fixés sur elle, s'imprégnant de l'attention comme si cela la nourrissait. Dylan était assis à côté d'elle, silencieux, les mains jointes. J'ai vu ses yeux se tourner vers moi une brève seconde, puis revenir à la table. Il avait l'air fatigué. Tessa a levé son verre. Merci à tous d'être ici ce soir. Je n'arrive pas à croire que je vais épouser quelqu'un comme Dylan. Il est patient, intelligent, et surtout, il me supporte. Les rires ont parcouru la pièce. Sa voix était douce, polie, confiante. Vraiment, cependant, j'espère juste que notre mariage durera. Je détesterais finir comme certaines personnes. Elle a tourné la tête vers moi, juste un peu, juste assez. Il y a eu une pause. Je veux dire, célibataire à 30 ans avec un enfant. Elle a ri. La pièce a explosé. Pas quelques rires gênés, de vrais rires. Ma tante s'est même essuyé les yeux. Reban a frappé la table, sifflant de sa propre blague avant même de la dire. Les hommes ne veulent pas de marchandises de seconde main, a-t-il dit. C'est comme ça. On ne peut pas échanger une voiture cabossée et s'attendre au prix fort. Mon estomac s'est noué. J'ai regardé ma mère. Elle a esquissé un faible sourire et a attrapé son vin. Je voulais disparaître. J'ai fixé mon assiette vide, mes mains sur mes genoux, serrant ma serviette si fort qu'elle s'est froissée en un nœud. Je sentais chaque regard se poser sur moi, pas assez longtemps pour compter comme une confrontation, juste assez longtemps pour confirmer la chute de la blague. J'étais la chute. J'ai pensé à Milo, à quelques mètres de là, dessinant joyeusement un vaisseau spatial sur une serviette. Il n'avait rien entendu. Il ne savait pas qu'il parlait de sa mère comme si elle était une robe d'occasion dans un bac de solde. Tante Valérie s'est penchée vers moi et a chuchoté. « Oh chérie, elle ne le pensait pas. Tessa aime juste attirer l'attention. » Ce n'était pas juste de l'attention. C'était du venin dans une flûte de champagne, servie avec le dessert. Je me suis redressé, refusant de les laisser me voir tressaillir. Mes joues brûlaient, mon cœur battait si fort que j'entendais à peine la musique de fond. J'ai jeté un nouveau coup d'œil à Dylan. Il regardait ses mains, la mâchoire serrée. Il ne riait pas. Tessa a continué comme si de rien n'était. Elle a fait quelques blagues de plus, cette fois sur la façon dont elle avait obligé Dylan à se débarrasser de sa console de jeu et comment il ne survivrait jamais au mariage sans elle. Les rires étaient plus doux maintenant, quelques personnes semblaient mal à l'aise. Ma mère tripotait son bracelet. Personne n'a rien dit. C'était le pire. Personne n'a rien dit. Il riait parce que c'était facile, parce qu'il est plus facile de rire de la femme qui n'a pas fait les choses correctement. Celle qui a eu un bébé sans mari, celle qui s'est présentée seule, celle qui ne souriait pas assez largement ou ne jouait pas le jeu. J'ai pensé à me lever. J'ai pensé à attraper Milo, à dire quelque chose de cinglant et à partir. J'avais les mots sur le bout de la langue, quelque chose comme « Au moins, j'ai élevé un être humain pendant que tu postais encore des photos en bikini pour te faire valider. » Mais je n'ai rien dit. J'ai ravalé mes mots. Je suis restée assise et j'ai laissé la chaleur monter dans ma poitrine et jusqu'à mes oreilles. J'ai pris une profonde inspiration et me suis rappelé que j'étais là pour une nuit, que je rentrerais chez moi, borderais Milo et ne penserais plus à aucune de ces personnes. Alors Dylan s'est levé. Il n'a rien dit au début. Il a juste repoussé sa chaise et a contourné la table. Tout le monde s'est arrêté. Tessa a cligné des yeux. Reban a attrapé son verre. Ma mère fixait ses genoux. Dylan a marché jusqu'à l'endroit où j'étais assise. Le son dans la pièce s'est aplati, comme si tout l'oxygène avait été aspiré. Il m'a regardé, puis a regardé la table pleine de gens, la famille dans laquelle il était sur le point d'entrer. Et puis il a parlé. « Je pense qu'il devrait savoir quelque chose », a-t-il dit. Personne n'a bougé. Personne n'a ri. À cet instant, tout a basculé. Les mots de Dylan ont frappé l'air comme une pierre jetée dans une eau calme. Je pense qu'il devrait savoir quelque chose. La pièce ne s'est pas contentée de devenir silencieuse, elle s'est figée. Chaque tintement d'argenterie, chaque rire nerveux, chaque mouvement s'est arrêté. Ma cousine Tessa a cligné des yeux,
confuse, ne sachant pas si cela faisait partie d'un toast surprise qu'elle n'avait pas approuvé. Mon oncle Reban a baissé son verre. Ma mère s'est légèrement tournée sur sa chaise, me regardant enfin au lieu de regarder à travers moi. Je ne pouvais plus respirer. Dylan se tenait juste à côté de moi maintenant, pas derrière moi, pas à l'autre bout de la table, juste à côté de moi, assez près pour que je puisse voir sa mâchoire crispée. Je m'attendais à plus d'humiliation. Peut-être allait-il être d'accord avec eux. Peut-être était-il sur le point de dire quelque chose dont je ne me remettrai jamais. Il m'a regardé, pas avec pitié, pas avec honte, mais avec autre chose, quelque chose de solide. Puis il s'est tourné pour faire face au reste de la pièce. Je ne pense pas pouvoir rester assis ici et laisser cela continuer, a-t-il dit. Sa voix était calme et claire, pas forte, mais suffisamment assurée pour que personne n'ose l'interrompre. Tessa, a-t-il dit, la regardant maintenant, ce n'était pas juste une blague. C'était cruel. Elle a ouvert la bouche, mais il a levé la main. J'ai besoin de dire ça. Ses yeux ont balayé la pièce. Vous riez tous de Sia comme si elle était une sorte d'échec, comme si sa vie était cette chose à éviter. Mais ce que vous ne savez pas, ce que vous refusez de voir, c'est qu'elle est la personne la plus forte dans cette pièce. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je sentais 20 paires d'yeux sur moi, mais Dylan n'a jamais perdu sa concentration. Il a continué, il y a 2 ans, quand j'étais au plus bas, Saria m'a aidé. Pas seulement avec des pistes d'emploi ou des encouragements, mais avec un vrai soutien. Elle m'a donné son temps, son énergie, sa gentillesse, alors que personne d'autre dans cette famille n'avait même remarqué que j'étais en difficulté. Les gens ont commencé à s'agiter sur leurs chaises. Le sourire de Tessa avait disparu. Les mains de ma mère étaient crispées sur ses genoux. Quand j'ai été licencié de mon poste dans la tech, je suis tombé en dépression. J'ai commencé à trop boire. Tessa m'a dit de me ressaisir. Son père m'a dit d'arrêter d'être faible. Mais Saria prenait de mes nouvelles chaque semaine. Elle m'a aidé à refaire mon CV. Elle m'a mis en contact avec quelqu'un avec qui elle avait travaillé. Elle a même gardé ma nièce quand ma sœur a été opérée, juste pour que je puisse aller à des entretiens d'embauche. Elle n'a jamais rien demandé en retour. Elle n'attendait aucune reconnaissance. Elle était juste là. Il s'est de nouveau tourné vers moi. Tu ne me connaissais pas bien, mais tu as vu que je me noyais et tu m'as sorti de là. J'ai senti ma gorge se nouer, pas de honte cette fois, mais d'incrédulité. Dylan s'est retourné vers la table. Alors, quand vous riez d'elle, quand vous la réduisez à un stéréotype, quand vous agissez comme si elle était brisée ou usée, ou quelle que soit la chose dégoûtante que Reban vient de dire, vous n'insultez pas une figure abstraite. Vous insultez la personne qui m'a aidé à me remettre sur pied. Vous insultez le genre de femme que j'aimerais que plus de gens puissent être. Tessa s'est levée maintenant. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis honnête, a dit Dylan. J'ai supporté beaucoup de faux sourires et de compliments superficiels ce soir, mais je ne vais pas rester assis ici à te regarder démolir quelqu'un de bien juste pour te mettre en valeur. Le visage de Tessa était dur. Tu essaies de me mettre dans l'embarras ? Non, a dit Dylan. Tu t'en es chargée toute seule. Quelques personnes ont baissé les yeux vers leurs assiettes. Le visage de mon oncle était rouge vif. Ma mère avait l'air de vouloir disparaître. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. Dylan m'a regardé à nouveau. Tu ne méritais pas ça. Rien de tout ça. Je voulais dire quelque chose, merci, ou peut-être que ça va, mais je ne pouvais pas. J'ai juste hoché la tête. C'était tout ce que je pouvais faire. Dans une pièce pleine de gens qui prétendaient m'aimer, Dylan était le premier à réellement prendre ma défense. Pas en privé, pas plus tard par SMS. Là, sur le moment, quand ça comptait. L'atmosphère avait changé. L'histoire avait basculé. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me recroquevillais pas sur ma chaise. Personne n'a bougé. La pièce est restée suspendue dans ce silence épais et insupportable après que Dylan eut fini de parler. Je pouvais entendre le bourdonnement des lumières du plafond. Quelque part au loin, un serveur a laissé tomber un plateau. Personne n'a ri. Personne n'a osé. Tessa était toujours debout, fixant Dylan comme s'il l'avait giflé devant toute la famille. Ses joues étaient rouges, mais pas de gêne. C'était de la rage, pure et tranchante. Elle a regardé autour de la table, cherchant quelqu'un pour la sauver, pour la soutenir, pour détourner les projecteurs. Mais personne n'a parlé. Oncle Reban s'est agité sur sa chaise, puis a finalement marmonné, « Il est juste émotif, ne le prends pas si au sérieux. » Dylan n'a même pas tourné la tête. Il est resté concentré sur la pièce. « Vous voulez parler d'émotion ? Très bien.
Parlons de ce qu'il faut réellement pour élever un enfant seul, pour cumuler 2 emplois, pour être là pour quelqu'un quand ce n'est pas pratique. Ce n'est pas de l'émotion, ça. C'est de la force. Tessa a croisé les bras. Tu essaies de dire que tu as des sentiments pour elle? Dylan l'a regardé comme s'il ne reconnaissait pas la personne en face de lui. J'essaie de dire que je l'admire. Je la respecte. Et peut-être que si tu passais moins de temps à jouer la perfection et plus de temps à écouter, tu comprendrais pourquoi c'est important. Les mots ont atterri plus durement que tout ce qu'il avait dit auparavant. Parce que ce n'était plus seulement à propos de moi. C'était à propos de la vérité. C'était à propos de quelqu'un qui se levait dans une pièce pleine de gens qui avaient construit leur estime de soi sur la hiérarchie et la cruauté polie, et qui dénonçaient enfin cela pour ce que c'était. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle m'a regardé avec quelque chose comme de la culpabilité, comme une reconnaissance qu'elle m'avait peut-être manqué, elle aussi. Pendant des années, elle m'avait dit de me taire, de pardonner, de sourire malgré tout. Peut-être voyait-elle pour la première fois à quel point ce silence m'avait coûté. Je ne m'attendais pas à des excuses, ni de Tessa, ni de Reban, ni même de ma mère. Je n'attendais pas de rédemption. Mais je pouvais sentir le changement. Quelque chose s'était fissuré. Puis Dylan s'est tourné complètement vers moi. Il ne m'a pas touché. Il n'a pas cherché ma main. Il s'est simplement tenu là, avec cette sorte de présence tranquille qui ressemblait à une protection sans possession. Tu mérites mieux que ça, a-t-il dit. J'ai croisé son regard. Je n'ai pas détourné les yeux. Pas cette fois. Je me suis levé lentement. Mes mains étaient stables maintenant. J'ai regardé le long de la table et j'ai vu une pièce pleine de gens qui avaient passé des années à me définir par la seule chose qu'ils désapprouvaient, comme si un chapitre de ma vie avait effacé toutes les autres pages. J'ai vu Tessa, furieuse mais silencieuse. J'ai vu ma mère, enfin sans voix. J'ai vu Reban essayant de hausser les épaules avec une autre gorgée de vin. Et je n'ai ressenti aucune peur. Je me suis tourné vers Milo, toujours en train de dessiner joyeusement des vaisseaux spatiaux à la table des enfants, intacts par la tempête. Il a levé les yeux et m'a souri. Je lui ai souri en retour. Je crois qu'on va y aller, ai-je dit à personne en particulier. Je ne demandais pas la permission. J'ai marché jusqu'à Milo, l'ai aidé à ramasser ses crayons de couleur et j'ai pris le dessin qu'il avait fait, une petite fusée volant vers un soleil aux grands rayons irréguliers. Il me l'a tendu comme si c'était de l'or. Tu t'es amusé, mon bébé, ai-je demandé. Il a hoché la tête. On rentre à la maison? Oui, ai-je dit. On rentre. Dylan s'est reculé, me laissant passer, mais il m'a fait un léger signe de tête quand je suis passé. Ce n'était pas un au revoir. C'était un message. Tu as été vu, tu comptais, tu n'avais pas tort de te tenir droite. En atteignant la porte, j'ai regardé en arrière une fois. Plus personne ne riait. Tessa était assise, raide sur sa chaise, les lèvres pincées. Reban faisait défiler son téléphone comme si de rien n'était. Ma mère fixait son verre, ses doigts tremblant légèrement. Je n'avais pas besoin d'excuses. Je n'avais pas besoin d'approbation. J'avais dit la vérité simplement en existant, en ne me rabaissant pas, en ne partant pas dans la honte. Et Dylan avait soutenu cette vérité devant tout le monde. C'était suffisant. J'ai ouvert la porte et Milo a glissé sa main dans la mienne. Nous sommes partis ensemble, stables, imperturbables. L'air de la nuit semblait différent dès que nous sommes sortis. Pas plus froid, juste plus pur, plus léger, comme si le poids que je portais depuis des années s'était enfin envolé. Non pas parce que quelqu'un me l'avait enlevé, mais parce que j'avais cessé de prétendre qu'il m'appartenait de le porter. Milo sautillait un peu devant moi sur le trottoir, fredonnant en agitant son dessin en l'air comme un drapeau. Je l'ai regardé et j'ai pensé à ce qu'il avait fallu pour élever un garçon qui était encore joyeux, encore plein de lumière, même quand sa mère avait traversé le feu pour maintenir cette lumière vivante. J'avais l'habitude de voir ma vie à travers le prisme de ce que j'avais perdu, la relation qui n'avait pas duré, la famille qui n'avait jamais compris, la sécurité à laquelle j'avais renoncé en choisissant d'avoir un enfant seul. Pendant des années, j'ai laissé leur voix me dire ce que je valais. J'ai absorbé leur déception. J'ai porté leur jugement comme si c'était à moi de le réparer. Mais en sortant de cette pièce, main dans la main avec mon fils, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère, pas de la fierté, juste de la clarté. Ils ne riaient plus parce que quelqu'un avait enfin dit la vérité. Pas l'histoire qu'ils avaient construite autour de moi, mais l'histoire que j'avais réellement vécue. Je n'avais pas besoin d'un homme pour me valider. Je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour rendre ma vie réelle. J'avais besoin d'honnêteté.
J'avais besoin que quelqu'un dise à voix haute que j'étais plus que la pire version de leur supposition. Dylan ne m'a pas réparé. Il ne m'a pas sauvé. Ce qu'il a fait était plus puissant, il m'a vu. Et en faisant cela, il n'a laissé au reste de la pièce d'autre choix que de me voir aussi. Ce moment ne consistait pas seulement à me défendre, il s'agissait de briser un cycle. Le genre qui dit aux femmes qu'elles n'ont de valeur que si elles viennent avec le bon emballage. Le genre qui qualifie les mères d'égoïstes parce qu'elles sont seules. Le genre qui étiquette la force comme un échec si elle vient sans bague. Ma mère m'a envoyé un SMS plus tard dans la nuit. Une phrase, « Je suis désolé ». Ça n'a rien annulé, mais c'était quelque chose. Une fissure dans le mur. Peut-être même un commencement. Tessa n'a pas cherché à me contacter. Je ne m'y attendais pas. Je n'ai pas besoin de ses excuses. Je ne mesure plus ma valeur à ce qu'elle pense de moi. Ce dont j'avais besoin, c'était exactement ce que je m'étais donné la permission de faire. Quitter un endroit où l'on me rabaissait et en sortir entière. J'ai couché Milo quand nous sommes rentrés. Il était fatigué mais heureux. Il n'a pas posé de questions sur le dîner. Il n'a pas demandé pourquoi j'avais l'air différente. Il s'est juste blotti sous ses couvertures et m'a dit qu'il m'aimait avant de fermer les yeux. Je me suis assise dans le salon, toujours dans ma robe, et j'ai laissé le calme s'installer. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais souhaité être invisible, toutes les fois où j'avais essayé de me faire plus petite pour ne pas offenser, ne pas embarrasser, ne pas être le sujet de jugements chuchotés. Plus jamais ça. J'ai traversé suffisamment de choses seule pour savoir que je n'ai jamais besoin de m'excuser d'avoir survécu. J'ai élevé un enfant gentil, curieux, aimant. J'ai construit une vie avec cran, avec grâce, et avec un cœur qui a continué à battre même quand j'avais l'impression que personne ne s'en souciait. Alors si quelqu'un essaie un jour de se moquer de ça à nouveau, je ne resterai pas silencieuse. Je ne crierai pas. Je ne pleurerai pas. Je ferai exactement ce que j'ai fait cette nuit-là. Je me lèverai. Je les regarderai dans les yeux. Et je sortirai, main dans la main avec la seule chose qui prouve que j'ai déjà gagné. Non pas parce que je suis parfaite, mais parce que je refuse d'abandonner. Si vous avez déjà été celle dont on parlait derrière un sourire, si vous vous êtes déjà senti comme la chute d'une blague dans une histoire qui n'a jamais été juste pour commencer, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas une marchandise d'occasion. Vous n'êtes pas abîmée. Il n'est pas trop tard pour vous. Vous êtes suffisante, ici et maintenant, telle que vous êtes. Et vous méritez d'être vue. Beaucoup d'entre nous passent des années à se faire toutes petites pour entrer dans des pièces où nous n'étions jamais censés rester. Mais la guérison commence au moment où vous cessez de vous excuser pour votre vérité. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé votre propre force, votre valeur, ou un moment où vous vous êtes défendu, j'espère que vous emporterez cela avec vous. Vous avez le droit de prendre votre place. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de recommencer. Et si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, vous vous en sortez mieux que vous ne le pensez. Si vous avez ressenti cette histoire, aimez la vidéo pour que d'autres puissent la trouver aussi. Commentez ci-dessous et partagez votre histoire. Je lis chacune d'entre elles. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui parlent au cœur et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un moment qui pourrait bien changer la façon dont vous vous voyez. Et si quelqu'un dans votre vie a besoin d'entendre ça, partagez-la. Vous ne savez jamais qui attend de se sentir vu. Merci d'être là.